Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Mathilde au micro, une jeune maman mariée à un Français et vivant dans les îles Vierges britanniques. Ça va être un épisode un peu particulier parce qu'elle va nous raconter le suivi de sa grossesse pendant l'ouragan Irma qui a détruit énormément d'îles dans les Caraïbes. J'espère que cet épisode va vous plaire et va vous bouleverser autant qu'il a pu me bouleverser. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Mathilde. Bonjour Cindy. Merci de vouloir prendre un peu de temps pour témoigner sur le podcast. C'est avec plaisir. Comme d'accoutumé, je vais te demander de te présenter, de nous dire où est-ce que tu habites, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille. D'accord, eh bien je m'appelle Mathilde, mon conjoint s'appelle Sébastien et j'ai eu un petit Célestin. Il y a maintenant 2 ans et demi. J'habite dans les îles Vierges britanniques, dans les Caraïbes, tout précisément à Tortola. Et mon conjoint est chef dans un restaurant. Et moi, je travaille pour le Tourist Board. Je suis interprète, en fait, vu que je parle plusieurs langues. D'accord. Mais alors, tu parles combien de langues ? Alors, je parle l'anglais et le français et j'ai étudié l'espagnol. Alors, rapidement, par moment, on est obligé de switcher en espagnol. Attends, ils parlent quelle langue dans les British Virgin Islands ? Ils parlent l'anglais, mais il y a aussi beaucoup l'espagnol qui circule. Mais sinon, c'est l'anglais uniquement. D'accord. Pourquoi les îles britanniques alors ? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici ? Tout simplement, mon conjoint, en juin 2015, a fait un essai ici dans un restaurant. Il est parti une semaine et puis il est revenu et m'a dit « Écoute, on part dans les Vierges britanniques. » Oui, ok, c'est où ? C'est sûr, je vais aimer. Et rapidement, en 3 mois, on a mis nos affaires dans un garde-meuble. Et puis on est parti. On a fait les papiers, on a acheté les billets d'avion et on s'est retrouvés dans les Vierges britanniques. La vache, tu y avais jamais mis un pied ? Jamais. Et en fait, étrangement, ne m'étais pas du tout renseignée sur les îles Vierges britanniques. Voilà, c'était un gros challenge. Du coup, t'as tout plaqué en France pour le suivre ? Voilà, avant, on voulait absolument partir, déjà à l'étranger, c'était un de mes rêves. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est pas quelque chose de facile à faire. Il y a la famille qui est en France, nos amis, des habitudes françaises, une culture où on manque de rien. Et ben là, on a tout plaqué pour venir ici et c'était un sacré challenge. Mais alors, parce que quand vous partez là-bas, vous dites c'est pour la vie ou vous dites c'est pour 2 ans ? Au début, on a laissé nos affaires dans un garde-meuble. On s'est dit, on part, on verra combien de temps notre expérience va durer. Les visas de travail, c'est renouvelable tous les ans chez nous. On ne peut pas faire plus. Donc, on s'est dit, bon, au moins, on va faire une année et puis on verra bien ce que la suite va nous réserver. On a adoré vivre ici. On a vraiment une bonne qualité de vie parce que les gens sont quand même gentils, sont aimables. Et puis voilà, il fait pas beau, et ben c'est pas grave. Dans la journée, il y aura toujours un rayon de soleil où on va à la plage, on fait des randonnées. Il y a toujours des choses à faire. Et puis voilà, on a 60 îles, donc on a passé nos permis bateau chacun. Et puis voilà, on loue un bateau et on va voyager sur les autres îles. Et on s'en lasse jamais. Et ça change tout le temps. Bah, j'imagine, c'est un sacré changement par rapport. En plus, vous habitez où alors en France ? En Normandie. Ça change de la Manche. Ça change de la Manche, en effet. Et voilà, c'est une belle expérience. Alors, est-ce que tes expectations versus reality, est-ce que ça match ou tu vois, il y a une petite différence ? Alors, quand j'arrive là-bas, c'est vrai qu'au début, pour trouver un logement, ça a été très difficile. Donc, je suis retombée un peu de haut. Mais rapidement, en fait, on a rencontré quelques Français qui étaient là. Donc, on n'est pas beaucoup, on est une 50aine. Et puis, rapidement, on arrive à trouver un équilibre ici. Ça n'a pas été simple. Je me souviens, tout au début, je me suis fait vraiment attaquer par les moustiques. Au bout d'un mois, j'ai dit à Seb, je peux pas, je vais repartir, c'est pas possible. Je dormais plus la nuit. Et puis, d'un seul coup, au bout d'un mois, t'as la famille qui te manque lorsqu'elle t'avait pas forcément manqué avant parce que t'étais toute en euphorie. Oh, c'est joli, oh, il y a ça. Et là, au bout d'un mois, ça devenait un peu long. Ma famille me manquait, mes amis en France me manquaient. Et puis rapidement, je me suis aussi aperçue que tous les amis qui étaient là, super contents que tu partes ou très jaloux aussi de ton départ, et bah rapidement, ils ont coupé les ponts directement avec moi.
100%. Oui, non, mais l'expatriation, le point positif, je trouve, qui peut aussi paraître négatif, c'est que tu fais un sacré tri Voilà. dans, dans tes contacts. C'est un peu ça, donc et ben je savais plus ce que je devais faire, si on devait rester ici. On n'avait toujours pas de trouver de maison confortable. Et puis rapidement, en peu de temps, on a trouvé un logement excellent. On a trouvé un véhicule parce qu'ici on peut pas circuler sans véhicule, c'est pas possible, c'est de la J'imagine. montagne. Et puis le J'allais travail, te ça allait dire, bah, bien. tu peux faire le vélo, mais t'as Non. dit la montagne, donc ça m'a un peu calmée. On nous a proposé un vélo tout au début et je crois vraiment il va falloir que je te joigne une ou deux photos pour que tu comprennes que ce n'est pas possible le vélo ici. Il faut être très très courageux et en bonne condition physique. Ce n'est pas possible le vélo. Absolument pas. Alors, vous vous installez, tu trouves un travail alors là-bas dans le tourisme? Alors tout au début, pas du tout. Du coup, je trouve dans une compagnie française qui fait de l'importation. Donc je D'accord, travaille rien à là-bas. voir. Rien Ok. à voir. Donc je travaille là-bas jusqu'à la naissance de mon fils. Je t'en Ok. dirai plus par la suite. Bah oui, tu me tends une perche. Voilà. Puis en fait, rapidement, mon conjoint m'a rejoint au sein de cette entreprise qui était aussi un restaurant, qui était une boulangerie et une boutique. Donc on a travaillé tous les deux. Alors, à quel moment Célestin arrive dans vos vies? Alors Célestin, j'apprends que je suis enceinte en mai 2017. C'était plus ou moins inattendu, voilà. On en avait parlé, mais c'était voilà, c'était quand ça arriverait. Et puis j'avais eu des kystes aux ovaires donc avant, voilà. Donc en fait c'était un peu compliqué. Et puis voilà. Donc si Célestin arrivait, Célestin arrivait. Donc il y avait la grande question qui se posait, c'était où allais-je accoucher? Oui. Soit à Tortola, soit en Guadeloupe, ou soit à Saint-Martin. Oui, pourquoi ces trois choix alors? Parce que le frère de Sébastien habite à Saint-Martin. La sœur et la mère de Sébastien habitent en Guadeloupe. Voilà, pareil, ils se sont expatriés dans les deux îles. Mais trop bien. Et puis, je ne voulais absolument pas accoucher en anglais, si je peux dire. Je voulais un milieu hospitalier français. Pour moi, s'il y avait un problème, et ben mine de rien, ma langue maternelle c'est le français, c'est pas l'anglais. Et même si tu es bon en anglais, je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans le stress ou qu'il y a un problème qui se passe, et ben du coup tu perds tes moyens. Et moi, Ouais. ça m'arrive beaucoup. Et puis, je voulais aussi accoucher dans l'eau et je voulais un accouchement très naturel. Et je sais qu'à Tortola, ils le font pas. Et puis, voilà, côté français, les hôpitaux sont bons. Et alors, sur quelle île tu te mets d'accord alors? Au début, on part sur Saint-Martin parce que c'est plus proche que si j'ai besoin de prendre l'avion rapidement. Et bah, Saint-Martin, c'est à côté. C'est à peu Alors, près, quand tu dis à côté, c'est combien en avion? c'est à peu Ou en près bateau, 40, peut-être? 40 minutes en avion. Voilà, avec le décollage et l'atterrissage, je compte voilà, 40-45 minutes. Mais alors, ton suivi de grossesse, il faut que tu le fasses du coup à Saint-Martin ou tu peux le faire à Tortella et... Alors, je commence mon suivi de grossesse à Tortola Tortella, pardon. par mon médecin traitant qui n'est pas gynécologue, ok, qui n'est pas sage-femme. Voilà, c'est juste un médecin qui a de quoi m'ausculter. Alors, on vit très très cool, on me pèse, on prend ma tension, tout va bien, le cœur du bébé, ça va. Bon, bah pas d'inquiétude, hein, on retourne à la maison et puis on a une échographie dans quelques mois pour voir si tout se passe bien. Alors, Ok. les échographies morphologiques, voilà, tout ça, on ne m'en parle pas. Voilà, bon, alors moi je prends ça très très à la légère, vraiment. Je suis Ouais. enceinte, je vis sur mon île, tout se passe bien. Et puis tout se passe bien pour ton premier trimestre, t'as pas de symptômes Pas de particuliers, tu te symptômes. sens bien? Pas de symptômes, rien du tout, je vomis pas, je suis pas malade, je prends à peine 2 kilos, c'est parfait, je ne Ok. m'inquiète pas, je vis très bien et par contre je n'arrête pas de travailler, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et on me le fait comprendre que si je travaille pas beaucoup, on me pose 20 000 questions, mais comment tu vas faire pour garder par la suite, je veux pas d'excuses si tu arrives en retard, si tu fais pas l'affaire, tu rentres en France. Et en fait, tout ça, j'ai été victime de ça déjà mon premier trimestre, à peine l'avoir annoncé à Mais tu mon l'as patron. annoncé à combien de mois à ton employeur que tu étais enceinte? Au bout du 3e mois.
à partir du moment où ça a commencé un peu à se voir, j'ai Oui. préféré le dire aussitôt que d'attendre. Voilà. Et à la suite de ça, ton employeur te faisait sous-entendre que ça le dérangeait manifestement? Je pense pas que ça le dérangeait, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, il fallait pas que j'arrive en retard si mon enfant était là. Et en plus, je commençais tôt, je commençais à 6 heures du matin. Donc, c'était toute une logistique que je devais commencer à approcher. C'était un stress supplémentaire d'être enceinte. Par moment, il me l'a fait regretter, voilà. En dehors du fait d'avoir un employeur qui paraît un peu non professionnel et injuste, comment se passe alors ton deuxième trimestre? Alors, je décide de partir à Saint-Martin en août. D'une parce que on avait envie de vacances, donc on est parti 15 jours à mon souvenir. Et vu que mon premier choix était d'accoucher à Saint-Martin, je me suis dit autant qu'on commence à pourquoi pas me faire suivre par un gynécologue du coup professionnel. Et puis donc j'arrive dans un des meilleurs gynécologues de Saint-Martin, qui malheureusement était très très sec, c'était froid, Manque de bienveillance et de tact. voilà, tout à fait, Ouais. qui déjà m'accueille en me disant ça va, t'as pas trop grossi, lorsqu'il ne m'avait Très jamais vu. sympa. Et puis donc il commence à faire l'échographie et là il faut préciser que avec Sébastien nous voulions une fille. Voilà, il y a des mamans qui sont comme ça, c'était une fille. Ouais. Et lors de l'échographie, eh bien, il nous fait voir une tache blanche située dans le cœur de notre bébé. C'est du calcaire. C'est du calcaire qui est situé dans son cœur. Et là, il nous dit rapidement que si le calcaire ne s'en va pas avant la naissance de l'enfant, arrivé donc à la naissance, il sera aussitôt pris en charge et il y aura une opération à faire pour retirer le calcaire dans son cœur. Oh. Il nous dit ça comme ça, bon. Et là, il nous rajoute, et en plus, je pense que c'est aussi un risque de trisomie, donc votre enfant est sans doute trisomique. Et donc il a rajouté ça après, et il m'a rajouté, et puis bon, bah là, je vois bien, hein, c'est un garçon. Oh, et là, j'ai regardé mon mari, et là, j'ai les larmes qui ont coulé. On Bah, tu m'apprend que m'étonnes. mon fils donc, est sans doute trisomique, que c'est un garçon, et en plus qu'il a du calcaire au cœur, et qu'il va falloir qu'il se fasse opérer. Et là, je me rhabille et donc il me dit, il va falloir absolument faire un test de la trisomie un peu plus Ouais. poussé que j'avais pas du tout fait au préalable, du coup, à Tortola. Et quand je sors de cette pièce, je me souviens même pas, en fait, du visage qu'il a. Je me souviens pas d'avoir quitté cette pièce, ni d'avoir quitté le cabinet. Vraiment, je suis complètement, je suis dévastée, en fait. Voilà, je suis dévastée, Ouais. je suis loin de ma famille. Puis, et là, je me dis, mais comment on va faire? Comment on va faire? On habite à Tortola, on travaille beaucoup, on va devoir gérer un enfant qui est trisomique, avec une opération du cœur, il va falloir partir, c'est impossible qu'elle se fasse à Tortola. Voilà, il y avait Ouais. plein de scénarios qui se faisaient dans ma tête. Qu'est-ce qui te vient en tête directement à l'annonce Euh, de ce cas? Tu veux rentrer directement en France? non, pas du tout. Je me dis, il faut absolument déjà le faire le test de la trisomie. Oui. Et puis, Oui, oui. on va pas lâcher tout parce que mon enfant sera peut-être trisomique, peut-être, je dis bien peut-être. Oui. Donc, on décide de repartir à Tortola, mais à aucun moment j'ai pensé vouloir rentrer en France et à aucun moment donné j'ai pensé à devoir me faire avorter. Et donc, rapidement, en fait, on repart à Tortola. Et là, je fais ce fameux test de la trisomie qui sera envoyé aux États-Unis parce qu'ici, ils le font pas. Voilà. Il pouvait pas le faire directement pendant le même rendez-vous, le médecin que tu es allé voir du coup à Alors, Saint-Martin? une deuxième chose, c'est qu'en fait, je ne bénéficie plus de la sécurité sociale française vu Oui. que je suis expatriée depuis 5 ans. Oui. Donc, je suis sous le régime des expatriés. Et donc, en fait, tous les rendez-vous que j'ai eus, j'ai payé de ma De ta poche. poche. Et en Ouais, fait, ouais. ce test-là, il coûtait plus de 700 euros. Et donc, il est hors des questions que je paye plus de Oui. 700, en sachant qu'il va falloir aussi que j'attende les résultats. Donc, je préférais directement rentrer chez moi. J'ai payé une faible partie, mais c'était pas cette somme-là. Et donc, c'est parti aux États-Unis. Et tu reçois les résultats ou? Et ben non, pas du tout. En fait, je recevrai jamais les résultats parce que il s'est passé quelque chose qui a complètement chamboulé notre vie.
On a été victime de l'ouragan Irma en septembre 2017, qui a complètement impacté, ravagé l'île. Donc j'étais enceinte de 5 mois, donc on était chez nous. J'étais inquiète, mais je relativise énormément et je me dis que voilà, ça va aller, je suis bien entourée et puis tout va rouler. Parce que comment ça se passe avant l'ouragan? Parce que j'imagine quand même que la météo vous le dit. Enfin, je veux dire, Alors il oui, l'annonce en tout cas qu'il y a un risque d'ouragan qui est en train d'arriver sur les îles. Alors oui, bien sûr, on a été prévenus à l'avance qu'un ouragan, au début, à partir du moment où il quitte le Cap-Vert, selon la trajectoire, il allait au début plus ou moins sur la Guadeloupe. Au final, il est remonté et en fait, il a traversé Saint-Martin. À partir du moment où il a passé Saint-Martin, il s'est encore amplifié, donc il a ravagé bien Saint-Martin. Alors, quand il est passé sur nous, c'était aussi catastrophique. Le Ouais. problème, c'est qu'en fait, on nous a coupé donc l'électricité un jour avant l'ouragan. Donc, on était limité niveau communication. Je me souviendrai toujours avoir mon père qui me dit Mathilde, protège-toi, fais attention, ce qui arrive sur toi, c'est un monstre. Tout le monde vraiment relativisait à Tortola. Ils avaient rarement eu un ouragan aussi intense qui passe dessus parce qu'on est vraiment protégé avec les autres îles qui nous Mhm. entourent. Bon, voilà, nous, nous, on habite donc dans une maison avec plusieurs appartements en haut de la montagne. Voilà, mon voisin me ramène un pack d'eau le soir. Ma propriétaire nous donne un petit peu de scotch pour mettre sur nos carreaux. Pas de rideau anticyclonique. Vraiment, tout va bien, voilà, on fait notre petite vie tranquillement. Sauf qu'au final, le lendemain matin, tôt au matin, les feuilles, donc on était dehors et il y avait un silence. C'était ce silence est inoubliable. Je n'ai jamais entendu Tortola aussi silencieux. Et d'un seul coup, on commençait à voir des feuilles tomber du ciel. Il y avait quasiment pas de vent, mais les feuilles tombaient du ciel. Plus on avance dans la matinée et plus le vent commence à souffler. Donc là, on commence à rentrer. Voilà, chez nous, rien n'est protégé, hein. Vraiment, mon PC est toujours à la même place sur la table. Mon appareil photo prêt à dégainer pour prendre une photo. Je regarde par la fenêtre. Sébastien me dit, écoute Mathilde, arrête de regarder par la fenêtre. Le vent souffle de plus en plus. Je lui dis, écoute, ça va. Et puis, plus on avance et plus mes oreilles commencent vraiment à me faire mal. La pression est intense. Et à un moment donné, tout s'arrête. Le calme plat. On était dans le cœur de l'ouragan. Et donc là, en fait, on sort de chez nous et on voit en fait les maisons déjà bien détruites pour certaines, des véhicules complètement qui ont roulé dans la montagne. On commence à voir quasiment plus de verdure, des arbres déjà en plein milieu de la route, les poteaux électriques sont déjà quasiment tous tombés. Et pourtant, on s'est dit bon bah ça va vraiment, nous l'appart ça va. Sauf qu'en fait, nos voisins avaient déjà plus de fenêtres, donc ils se sont réfugiés chez ma propriétaire qui est au-dessus. On D'accord. rentre parce qu'au bout de 20 minutes, en fait, la deuxième partie de l'ouragan arrive, donc on n'a pas plus de 20 minutes. Et donc je dis à Seb, écoute, on va se faire une fondue. Voilà, femme enceinte qui invite une fondue, très français, c'était le moment. C'est le moment idéal. Et là, d'un seul coup, la porte de ma chambre claque. Là, je vois de l'eau arriver en dessous, des morceaux de verre, et là, je dis, Seb, j'ai mes bijoux. Et en fait, il a voulu ouvrir la porte, il a jamais réussi. Mon petit chien s'est enfui dans la cuisine. Et là, d'un coup, la baie vitrée avec du béton tout autour s'effondre. Moi, je suis propulsée dans la chambre de mon fils. J'ai la tête qui a touché le sol. J'ai vu la mort. Vraiment, Cindy, je sais même pas comment je m'en suis sortie ce jour-là. La porte claquait, qui est en train de carrément se déchirer. J'ai essayé de l'ouvrir et à ce moment-là, j'aurais pu perdre un doigt ou même la vie. Et puis d'un seul coup, je me dis, j'appelle à l'aide, mais le vent s'engouffrait et il y avait aucune possibilité que quelqu'un vienne m'aider, et encore moins Sébastien. Et donc en fait, je me suis réfugiée dans le dressing, j'ai rampé et puis Ouais. j'ai hurlé en fait de toutes mes forces en me disant peut-être que Sébastien va m'entendre. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ça se tombe, il est plus là. Et il est parti, en fait. Et là, j'ai vu une photo par terre de lui, quelques vêtements de mon fils qui flottaient dans cette mare d'eau qui était dans la pièce.
J'avais du sang partout, donc je savais pas si c'était des coupures ou tout simplement si j'avais perdu en fait mon bébé. Du coup, je continuais à appeler Seb à l'aide. Et puis à un moment donné, quand je me suis aperçue que je pouvais être bien dans le dressing, alors bien, c'est un grand mot, mais en tout cas, le vent traversait la pièce et n'arrivait pas au dressing, je me suis dit bon bah écoute, je suis en sécurité, donc je lui disais Seb, je suis en sécurité. Et d'un seul coup, il m'a appelé, la porte avait été complètement arrachée et donc on a rampé jusqu'à la salle de bain où là en fait on s'est mis dans la douche allongé avec le rideau de douche sur nous et là on a prié en fait, nous qui prions pas, on a prié tous les dieux pour pas que cette porte s'éclate. On voyait le vent en dessous, ce vent, enfin l'eau qui rentrait sous la porte, le vent qui sifflait c'était très aigu. Et puis d'un seul coup, je dis à Seb, écoute, j'ai envie de faire pipi. Et en fait, au moment de lui dire ça, bah, je lui avais déjà fait dessus en fait, parce que bah, à un moment donné, t'as le stress, tu te dis, je suis enceinte, j'ai pas envie de mourir là, j'ai pas envie de mourir aujourd'hui, je suis jeune, on est jeune. Et du coup, on n'a ni eau, ni électricité, bien sûr, ni nourriture, ni eau pour boire. Et là, on avait froid, vraiment. On avait très froid. J'avais très mal à la figure. Il y avait de la terre un peu partout. Et donc, à un moment donné, voyant que je pouvais plus tenir, j'avais terriblement soif. Puis avec le stress, c'est étrange le goût que t'as dans la bouche, en fait. Donc, en fait, il a pris un risque énorme. Il a réouvert cette porte dans la nuit. Je pourrais même pas te dire à quelle heure il était. Il a traversé tout cet appartement qui avait plus du tout de fenêtre, tout était explosé pour aller chercher de l'eau. Et moi, la première chose, je lui dis, il reste quoi? Et là, il me dit, il reste plus rien. Le moindre peu de choses qui restaient, c'était détruit ou rempli d'eau. Et puis donc, en fait, il arrive à récupérer un matelas, donc le fameux matelas qui était dans la chambre de Célestin. On a pu l'installer plus ou moins il était trempé, mais en fait, on pouvait au moins s'allonger un peu dessus pour finir la nuit. Et puis d'un seul coup, on a entendu le calme qui revient et donc on sort. Et là, moi, ça a été la chute. Hein. J'avais tout fait ramener de France et donc j'avais tout perdu en un instant, quoi. Les photos, les affaires pour mon bébé que je venais d'acheter la semaine quasiment d'avant quand j'étais à Saint-Martin. J'ai tout perdu en fait. Et ça te déchire le cœur. Et puis quand on sort dehors, c'était plus torte là. Hein. Il y avait plus rien. Il y avait des gens qui déambulaient comme ça dans les rues. On pouvait plus passer en voiture. Des maisons complètement ravagées. Il restait que la dalle. Alors oui, on va nous dire, mais il y avait des constructions qui n'étaient pas anticycloniques. Oui, il y a des gens qui n'avaient pas de rideaux anticycloniques. Mais malheureusement, il y a même des gens qui avaient des rideaux où ils se sont envolés. L'ouragan a été d'une catégorie tellement forte, il y avait tellement de tornades dedans que voilà, l'île, elle a été complètement pulvérisée. On a été sur notre lieu de travail pour voir comment c'était. Peut-être aussi parce que ça nous rassurait en fait d'aller dans un endroit qu'on connaissait. Le lieu de travail en lui-même, la bâtisse allait, ça allait à l'intérieur. Et puis, en fait, plus on avançait dans la ville et plus on s'apercevait que c'était un tas de ruines. On voyait des gens traverser qui étaient en sang, on voyait des gens qui avaient complètement tout perdu. On pouvait plus circuler en voiture, donc on marchait on a tout fait à pied. On a dû enjamber des tôles, on a dû enjamber des cadavres d'animaux. En général, la population a été vraiment très solidaire. On n'a pas été... Donc, il y a eu des pillages, certes, mais l'armée anglaise est rapidement arrivée sur l'île, donc elle a fait maintenir l'ordre. On s'est jamais senti trop en insécurité, vraiment, ça a été le point vraiment positif. Après tout ça, on est remonté à la maison et on s'est dit... on n'a pas le choix, il faut absolument tout nettoyer, il faut virer tout dehors, tous les débris, tout ce qui restait de chez nous, il faut virer dehors, parce que
tout simplement, l'eau est restée stagnée dans la maison. Donc, Oui, rapidement, t'as la moisissure qui arrive. La moisissure, les maladies, je suis enceinte, il y a les rats, il y a les animaux qui vont arriver, donc c'était pas possible. Et donc là, on a pris le peu de matériel qui nous restait et on a tout nettoyé. Donc, notre chambre, il y avait vraiment plus rien, on avait quasiment plus de vêtements et je crois qu'il nous restait notre canapé. Notre cuisine, ça a été en soi parce que tout a été plutôt moins protégé dans nos meubles, mais le reste, la chambre de Célestin, on a tout perdu. Les vêtements, c'était pareil. Comment tu réagis par rapport à ça? Tu te dis, bon, bah, c'est matériel, j'ai mon bébé, j'ai mon mari, tout se passe bien? Au début, non, pas du tout. Je me suis pas dit, oh, c'est que du matériel. Je vais pas dire très matérialiste, mais j'aime bien m'acheter des belles choses. Et du coup, on m'a toujours appris, étant jeune, à faire toujours attention à son matériel. Et donc, voilà. Et puis en fait, je l'avais ramené de France aussi. Donc, au fur et à mesure des années, j'avais acheté au fur et à mesure tout. Donc non, le matériel, ça m'a vraiment fait mal parce qu'en plus je savais qu'à Tortola il n'y a pas grand-chose, donc c'est très difficile et c'est très cher. Après, pour mon bébé, vraiment, je suis pas une mauvaise maman, hein, loin de là. Enfin, j'espère pas. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pensé une seule fois à Célestin, pas du tout. En fait, il y avait tellement d'autres choses. Déjà, ma propre survie, notre propre survie, qui passe au-dessus de tout en fait. Se trouver à manger, pouvoir dormir le soir, trouver de l'eau pour pas qu'on vienne nous piler le reste. Oui, t'en reviens à tes besoins primaires là, voilà. Clairement. Et en fait, je savais que j'étais enceinte. Physiquement, en fait, mon bébé est vraiment rentré en moi. Hein. J'avais quasiment pas de ventre. Alors, les spécialistes diront que voilà, psychologiquement, je pense que je me suis mise en autodéfense. Et mon enfant, en fait, est resté bien protégé. Hein. Ouais, c'est incroyable de quoi le corps est capable. Est capable de faire, ouais. C'est magique, ça. C'était vraiment... C'était fabuleux. Alors, vous nettoyez tout l'appartement. Ça vous prend combien de temps d'essayer de cleaner tout et d'essayer de reprendre un minimum de Alors, vie on nettoie quasiment tous les jours. On fait sécher les peu de vêtements qu'on a. Ça nous a pris aussi beaucoup de travail. Faire sécher, secouer pour éviter que... Déjà pour l'odeur, parce que l'odeur est insupportable vraiment. Et puis, on arrive, quelques jours après, je pourrais absolument pas te dire le nombre de jours, mais on arrive à avoir une amie à moi qui habite ici, qui est délocalisée avec son entreprise aux îles Caïmans et qui arrive à nous contacter. La seule et unique personne qui a réussi à nous contacter. On voit avec elle et elle est magique. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas comment je pourrais la remercier, mais elle a réussi, après avoir donc, tout nettoyé, tout organisé, pris un vol pour Porto Rico. Voilà. On est resté 2 nuits et après on est parti pour la Guadeloupe parce que forcément Saint-Martin avait été touché. Donc en fait on a été se réfugier chez la mère et la sœur de Sébastien. C'était combien de temps après l'ouragan? Je crois que c'était 8 jours après. Quand même, hein, 8 jours 8 jours où là on a dormi. Essayer de tirer l'eau hors de la maison et tout, ça doit être fastidieux quoi. Voilà, donc après 2 nuits à l'hôtel où là je n'ai jamais autant apprécié un hôtel de toute ma vie avec une bonne douche chaude. Et oh là, j'imagine pas la douche chaude. Et un rasoir et l'après-shampoing, c'était vraiment du luxe. Je crois que j'ai jamais autant sauté dans un lit de joie. Et donc rapidement on repart pour la Guadeloupe après donc ces 2 jours. Et donc arrivé là-bas, c'est déstabilisant. Soulagée? Alors oui, soulagée parce qu'on a de l'eau, parce qu'on a la famille de Seb qui est là, mais très inquiète en fait. Hein. On était inquiets de se dire bon, on a laissé Tortola, on a laissé notre maison, le peu de choses qui nous restent. Financièrement, mine de rien, de devoir repartir encore lorsqu'on venait de revenir avec Saint-Martin. Oui, c'est un coup vraiment. Puis voilà, je suis pas là, je suis pas chez moi, je suis perturbée. Hein, le moindre coup de vent, ça va pas. On fait des cauchemars la nuit. Et en plus, on a eu Maria. Et oui, le deuxième ouragan qui passe sur la Guadeloupe pendant qu'on était là-bas. Et là, en fait, étrangement. Voilà, Maria n'a pas fait de catastrophe, peut-être un peu à toucher la basse-terre, à mon souvenir, mais c'était rien par rapport à ce qu'on a vécu. Alors tout le monde était en alerte, et en fait nous on a vraiment relativisé Maria parce que pour nous, mais vaut mieux se mettre en alerte que revivre une expérience comme ça. Voilà, quoi. revivre, tu as tout à fait raison.
Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible, ma sœur qui m'envoie un message en disant, mais Mathilde, tu absorbes les ouragans. Et puis, rapidement, Tortola nous manque, plus que tout. Donc, je contacte une compagnie d'aviation et on part en petit coucou avec Sébastien, mon chien, et mon bébé et moi. On avait prévu matelas pneumatique, vivre pour tenir à peu près 15 jours. Médicaments, anti-moustiques, parce que souvent après les ouragans, il y a aussi beaucoup d'invasions de moustiques avec tout ce qui est l'eau stagnante. Et là, on s'est dit, on a récupéré de la force pendant 15 jours, on retourne à Tortola. Et puis, quand on arrive à la maison, là, c'était un peu, c'était la douche froide, vraiment. En fait, l'eau, Maria avait légèrement touché quand même Tortola de nouveau, donc les planches qu'on avait mises étaient reparties. L'eau était rentrée, on a dû absolument tout nettoyer. Renettoyer. Donc on a quitté le confort guadeloupéen pour venir au final au point de départ. Les pieds dans l'eau, ouais. Et donc on s'est dit on n'a pas le choix. Il nous restait une après-midi, on a tout nettoyé et voilà, et on repart travailler. La vache. Comment vous vous organisez à la suite de ça? T'essaies d'aller refaire un suivi gynécologique? Pas Comment du ça se tout, passe? rien du tout. Voilà, j'en suis au point de départ, donc rien. Et puis, il va se passer quelque chose d'autre dans notre mésaventure. Sébastien, le 1er novembre, doit partir pour un problème de visa. Il doit rentrer en France? Il doit rentrer, il doit aller sur un territoire français, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on nous apprend le mardi que le mercredi, donc je crois que c'était ça, 1er novembre, Sébastien doit quitter immédiatement le territoire. On lui a pris son passeport et on l'a attendu à l'aéroport. Oh la vache. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas se permettre encore de pas travailler parce que chez nous, tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas d'aide à côté. Donc, ça veut dire que toutes les semaines perdues déjà pendant l'ouragan, donc voilà, tout ça, t'es pas rémunéré. Donc, il était hors de question que je parte avec lui. Il fallait que je reste ici pour travailler. Et surtout pour que je puisse bénéficier de mon congé maternité, qui était aussi très important pour la suite. T'avais un congé parental? J'avais un congé de base. Voilà, de base. Ouais. Donc c'est, à mon souvenir, je crois, c'est quasiment 3 semaines avant d'accoucher. Et après, j'ai 3 mois. Donc ça, c'était en théorie avant l'ouragan. C'était en théorie avant l'ouragan. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que Sébastien doit quitter l'île? Comment toi, tu t'organises? Alors là, du coup, je dois être forte, je dois repousser mes limites et je dois me battre, en fait. Donc, je continue à vivre à la maison. Donc, on a reçu un générateur de notre ami qui avait commandé des îles Caïmans, donc qui est arrivé à Tortola. C'est un générateur manuel, donc j'ai tous les jours, quand je voulais de l'électricité chez moi, au moins pour un frigo, pour charger mon téléphone, voilà. Donc je démarrais ce générateur. Pour l'eau, c'était de l'eau froide, l'eau gelée. Je commençais vraiment à avoir des contractions, plus les jours avançaient et plus je trouvais ça vraiment dur. Et puis j'étais seule, en fait. T'as combien de mois de grossesse, surtout là, en j'arrivais novembre à mon quasiment 7e mois. Mais j'ai eu une amie, mon amie des îles Caïmans qui est arrivée en cours de route et qui est venue passer une petite semaine trop bien. Chez moi, parce qu'elle avait aussi fait don de sa maison pour des gens. Donc, du coup, c'était cool. On était restés toutes les deux. C'est génial. Elle a pu t'aider, je pense, mentalement et physiquement, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, physiquement, c'était un peu marrant parce qu'on a toujours eu des problèmes avec le générateur. On a appelé mon conjoint à distance comment faire pour nettoyer les bougies. C'est une petite anecdote assez sympa. Je me suis même pris un photo derrière sur la voiture. J'ai dû appeler Seb à distance. Ouais, j'ai vraiment... cassé la voiture. Ouais, c'était ça. C'était dur, vraiment. J'en rigole aujourd'hui, mais j'ai beaucoup craqué. J'ai appelé Seb en pleurs en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, pas un seul moment, je me suis dit mais pourquoi je suis là? Je suis enceinte de 7 mois. Je dois vivre tout ça. Je pense qu'au fond, je me disais mais je suis pas enceinte, c'est pas possible. Et vraiment, j'étais envieuse des femmes enceintes de mon alentour ou en France ou dans les autres pays qui a tout ce confort-là. J'étais vraiment envieuse. Je les détestais. Et par moments, je me suis dit, mais pourquoi elles ont tout et moi, j'ai rien. Et moi, j'ai pas ma famille. Et moi, je vis une grossesse de merde.
Et ouais, j'en ai vraiment voulu à tout le monde. Après, c'est comme ça m'a vraiment renforcée. Mais je regrette de pas avoir assez aimé mon bébé à ce moment-là, en fait. Mais je pense que tu avais besoin de te retrouver sur tes besoins primitifs, quoi. C'est ça, tu te mets en pilote auto, quoi. Voilà, c'était ça, Donc, ces journées. Et en fait, j'ai vraiment peur de les oublier. Et plus j'avance, et plus je me dis, mais j'oublie des morceaux. Et je demande à Seb, je me dis, Seb, tu te souviens de cette journée? Comment elle s'est passée? Et j'ai pas envie d'oublier à la fois parce que j'ai besoin à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin de le raconter. J'ai besoin de dire ce qui s'est vraiment passé pendant tout ce moment-là. Et encore, je peux pas tout raconter, sinon ça durerait des heures, mais c'est, c'était, euh, c'était une expérience forte, vraiment. Et j'aurais jamais imaginé que moi, j'aurais pu le faire, d'être expatriée, d'être maman, d'avoir vécu un ouragan, d'avoir vu la mort de près, et alors d'aujourd'hui bah, de relativiser sur cette expérience et de me dire que ça m'a rendue plus forte. non, c'est un très très beau message, je pense. Et enfin, ça me laisse sans voix vraiment. Qu'est-ce qu'il faisait Sébastien du coup en Guadeloupe? Est-ce qu'il essayait de gérer son histoire de visa pour essayer de revenir te voir le plus tôt possible ou comment vous voyez la suite Donc, en fait? lui, il était parti à Saint-Martin, chez son frère, où Saint-Martin, ça avait eu quand même en quelques mois, donc là en peu de temps, avait quand même c'était sécurisé, voilà, il y avait aucun souci. Donc il est parti chez son frère. Pendant ce temps-là, on attendait avec impatience ce visa qui revienne. Et donc moi, début janvier, je décide de prendre mon congé maternité. Donc j'ai fait ma petite valise, il y a eu peu de choses qui me restaient et j'ai décidé de partir le rejoindre à Saint-Martin. Et là, c'était pas possible en fait, je pouvais pas accoucher là-bas parce que l'île, déjà, il y avait pas non plus grand-chose qui était réouvert. L'hôpital, c'était pas possible. Et je me voyais du coup plus du tout accoucher là-bas. Donc on a décidé de partir en Guadeloupe. Donc on est arrivé là-bas. Donc là, rebelote, c'était vraiment un chamboulement. J'étais pas très grosse quand je suis arrivée, enfin j'avais pas beaucoup de ventre. Et rapidement arrivée en Guadeloupe, hop, mon ventre a commencé à reprendre des formes. Et là, donc, je décide d'aller voir une vraie gynécologue qui est en même temps sage-femme, qui me suivra jusqu'au bout de ma grossesse. Et là, donc, il faut savoir que je n'ai jamais su si mon fils était trisomique. Et donc là, elle me rassure vraiment totalement. Elle est très douce. C'est ce que j'avais besoin, d'une personne douce qui me rassure, qui m'écoute. Là, elle m'apprend que Célestin n'est pas... Donc, elle a calculé son coût. Et donc, en fait, c'était un signe de non, ton enfant va très bien, il n'a pas de déformation du visage. Et là, donc non, votre enfant n'est pas trisomique, il est en pleine santé. Bon, soulagement quand même. C'était un gros soulagement. Et franchement, en fait, on avait plus rien à faire, Ouais, voilà, après ce qu'on avait vécu, en fait, je me dis, s'il est en bonne santé, il est en bonne santé. S'il n'est pas en bonne santé, écoute, il vivra avec nous et puis ça sera comme ça et ce sera aussi magique. On fera aussi plein de choses avec lui. Du coup, voilà, donc tout doucement, on avance dans le temps. Bébé qui devait venir le 11, au final, il est jamais venu le 11. Et j'ai rencontré une amie où je serai aussi éternellement reconnaissante, qui avait des mains en or, qui a fait des séances de shiatsu et qui m'a permis complètement de lâcher prise avec tout ce qu'on avait vécu déjà. Parce que je pense que j'étais remplie de nerfs et il était voilà, je voulais accoucher dans l'eau, je voulais être très peu médicalisée, je voulais faire tout bien, hein, mais en fait rien s'est passé comme je voulais, rien. Et donc en fait elle nous a appris tous les deux et elle nous a permis de pleurer, vraiment de pleurer ce qu'on avait pas fait ensemble et voilà, on n'avait pas pleuré par rapport à ce qu'on avait vécu ensemble. Et rapidement, au bout de 2 séances, j'ai eu mes premières contractions. Alors, comment ils t'ont pris en charge quand même à l'hôpital? Les infirmières étaient vraiment très très présentes. Je voulais absolument vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, accoucher dans l'eau. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce que la plupart du temps, il faut faire ça dans une maison de naissance. Je me sentais forte, je me sentais de le faire, mais
Mais voilà, eux, l'hôpital n'ont pas accepté, enfin la clinique n'a pas accepté. Par contre, j'ai fait des vœux pour mon accouchement. Et à ce moment-là, j'ai demandé à accoucher donc d'une pas médicalisée, si c'est possible sans péridurale, à moins que je suis vraiment en détresse et que mon enfant ne va pas bien et que là, il y a besoin. Faut y aller, ouais. Et j'avais demandé donc de me laisser en toute circulation. Je voulais pas avoir de perfusion, je ne voulais rien du tout. Au début, en fait, quand je suis arrivée à 14h, j'avais déjà des contractions régulières le matin. J'étais pendant 1 minute toutes les 5 minutes, mais j'ai attendu, donc j'ai pris un bain, voilà. Mais après, j'ai décidé d'aller à la clinique à 14h et quelques. Et en fait, j'ai un gynécologue, donc le premier qui m'a pris en main et qui a fait un acte qui est pas digne d'un gynécologue, avec des propos racistes, et ça m'a complètement chamboulée. Et du coup, les autres sages-femmes sont aperçues et ont été présentes de l'acte qu'il a fait. Comment elles te prennent en charge du coup à la suite de ça, les sages-femmes? Du coup, elles me mettent donc dans une chambre. Malheureusement, il y avait trop d'accouchements, en tout cas trop d'accouchements prévus. Donc en fait, je me retrouve avec une dame à côté de moi dans la chambre. Je devais avoir une chambre à moi toute seule. Et en fait, c'était excellent d'avoir une maman à côté de moi. Je pense que tu vis différemment tes premières contractions. Mais attends, tu veux me dire, elle était en train de pousser en même temps que toi? Non, elle était au début quand j'étais avec la morphine. Quand j'étais avec la morphine, elle était à côté de moi. Elle avait déjà accouché d'une petite fille. Vous étiez toutes les deux à pousser. Ça aurait été vraiment rigolo, je crois. Et du coup, voilà, elles sont donc j'étais là avec ma morphine, et puis vers 7h, j'ai dit bon, écoutez, moi je vais marcher dehors. Donc je suis sortie. C'est ma prise en photo, c'était horrible. J'étais complètement défoncée par la morphine. Je sais même pas comment je me rappelle d'avoir marché. Et t'avais pas demandé la péri? Non. Vu que t'avais vachement mal. Ah, j'ai pas demandé la péri. Je ne voulais pas de péridurale. Je ne voulais absolument pas. Mais attends. T'es une combattante, un truc de malade. Et donc, vers 8h, je dis à Seb, bon, écoute, moi, j'ai envie de me mettre dans l'eau. Donc, je demande, j'ai écouté, là, j'ai fait ma petite marche, j'ai envie d'aller dans l'eau. Donc, elles m'ont mise, donc, j'avais ramené un iPad, donc, ça m'a mis la musique. Et Seb, il était toujours présent, mais en fait, j'étais dans le calme. Je n'avais pas hurlé une seule fois. C'était genre la force que j'avais. Je comprends même pas comment j'ai pu passer au-dessus de tout ça. Alors, je sais pas si je le referai, mais en tout cas. Et puis, donc, j'étais dans le bain, voilà, tranquille. Et puis, à un moment donné, en fait, la douleur qui m'avait fait subir avant reprenait vraiment. C'était même pas les contractions, c'était vraiment ce qui m'avait fait. Et donc, vers 11h, j'ai demandé une péridurale. Voilà, j'ai dit, bon, écoute, là, je veux bien faire ma guerrière, mais à un moment donné, j'ai assez souffert depuis tout ce temps. Je demande la péridurale. Et en fait, j'avais pas perdu les os encore. Et avant de mettre ma péridurale, j'étais à 7 centimètres. Voilà. Et donc, ils m'ont fait la péridurale. Et en fait, quelques minutes après, en fait, à 11h56, je crois, je dis à Seb, la tête sort. Et en effet, donc la poche n'était pas encore percée. Elle m'a percé la poche. Donc j'étais sur le côté, elle m'a remise correctement. Et puis j'ai poussé 2 fois à peine, et Célestin, il est sorti. Trop la chance. Et voilà, en fait, il est sorti comme une lettre à la poste, vraiment, c'est l'expression. Et il a pas pleuré. Alors moi je dis, mais pourquoi mon bébé il pleure pas? Elle me dit, tu veux que je te le fasse pleurer? Je dis, non, c'est bon. Ça va aller, il était ça va aller, merci. tout beau, voilà, les grands yeux ouverts. Et voilà, après, elle m'a redonné Célestin. Et puis après, nous a laissé jusqu'à 3h. C'était un beau accouchement. Je le ferais, si c'était comme ça, oui, je le ferais sans problème, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, puis après, on rentre au bout de 3 jours chez la maman de Seb. Seb, peu de temps après, je crois 5 jours, son visa de travail arrive enfin, donc au bout de 3 mois en fait, parce qu'il était parti début novembre. Et donc là, il part quasiment aussitôt à Tortola. Et donc il me laisse avec sa maman et sa sœur. On a fait le petit passeport. Il a fait donc pas ses vaccins parce que je suis partie avant, du coup les vaccins du premier mois.
Mais du coup, un petit contrôle rapidement et puis on a pris 2 billets d'avion et on est reparti à Tortola avec Célestin. Alors, comment ça se passe le retour à la maison? Parce que j'imagine que ça devait être toujours un peu en désordre et un peu cassé, non? Alors ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée en Guadeloupe, après l'ouragan, j'avais donc échangé avec ma sœur qui, a organisé un conteneur, avec, l'aide des amis et de la famille. Voilà, ils nous avaient fait une cagnotte. Trop C'est chouette. super gentil, c'est super chouette. Ouais. Parce que, enfin voilà, là c'était une situation où en plus on avait déjà tout acheté. Il fallait racheter et enfin voilà, on ne savait pas comment on allait faire. Et donc en fait, ma sœur m'a demandé ce que je souhaitais en fait sur Ikea. Donc on a pris Ikea, on n'a pas cherché. On Oui. s'est dit, hop, sur une boutique, on va trouver notre bonheur. Au moins il y a une livraison. Hop, ils vont directement envoyer au conteneur vu que moi je travaille dans l'importation. Donc ma sœur, hop, elle a tout commandé. Elle a directement été dans les bureaux d'Ikea. Elle a tout fait parce que là c'était une grosse commande quand même. Il fallait racheter une maison complète. Elle est top, ta sœur. Ouais, elle est super top. Elle a donc tout mis sur le Havre et puis le conteneur est arrivé, je crois, fin décembre. Et donc en Ouais. fait, quand Seb est revenu, donc il a récupéré tous les meubles et avant que j'arrive, il a tout monté, voilà. Ah. Il a Mais alors, t'as une renettoyé. sœur et un mec au top. Ouais, c'est ça. Et puis donc du coup, Seb, il a tout nettoyé et puis il a monté tout pour au moins qu'on puisse arriver tranquillement dans de Oui. bonnes conditions quand même et une bonne qualité d'hygiène parce que ça reste un nourrisson qui n'était surtout pas vacciné. Pas vacciné. Ouais, ouais, ouais. Et puis par contre, on n'avait toujours pas de fenêtre, que ce soit dans notre chambre, dans la chambre de Célestin, dans notre salon, enfin voilà, il n'y avait rien, c'était du bois. Et quand ma propriétaire elle a su qu'on arrivait avec le bébé, rapidement, je crois que c'était quelques jours avant, je crois que même pas parce que quand je suis arrivée, le monsieur était en train de mettre la deuxième fenêtre et donc elle a remis des fenêtres au moins pour la chambre de Célestin et j'en serais Ok. infiniment reconnaissante. Alors, comment tu te sens du coup? Quel est ton état d'esprit quand tu rentres à la maison avec Célestin? T'es Euh, soulagée? T'es triste? Tu te sens comment? oui, je suis super contente de retrouver Sébastien déjà, de me Oui. retrouver en famille parce que au final on n'avait jamais vécu de moments en famille. Et puis Tortola me manque vraiment définitivement. J'aime vraiment vivre ici. Et voilà, j'avais besoin de retrouver ma tranquillité. J'avais envie de prendre le bateau, enfin un des bateaux, de partir en mer avec Célestin, l'emmener à la plage, Mhm. de le faire voir nos amis ici qui sont devenus aussi notre famille. Donc j'étais vraiment heureuse de rentrer à la maison. Mais c'était dur, vraiment. Parce que en fait, tout simplement, il faut savoir que j'ai perdu mon travail le jour 2 de la naissance de Célestin. Donc, c'est un licenciement économique? Alors, du coup, ça s'est pas passé comme ça, en fait, du fait que j'ai un visa de travail, donc mon visa de travail a été maintenu, et j'étais en congé maternité. Mais voilà, on m'a dit de pas revenir. En fait, on voulait que je revienne aussitôt après la naissance de mon fils. Malheureusement, c'était pas possible. Je n'avais pas d'une envie. De deux, vu les conditions, voilà, c'était Ouais, vraiment ça pas va. possible. Voilà, Ça va aller, les gars. Merci, non et merci. voilà. Mais ils ont pu maintenir ton visa de travail Donc, alors? vu que j'étais quand même en bon accord, j'ai demandé à qu'on me maintienne mon visa de travail pour éviter que je dois quitter le territoire. Donc, ça a été accordé. Donc, jusqu'à décembre 2018, où là, j'étais rembauchée donc par le gouvernement pour le Pour faire du tourisme. tourisme. Voilà, pour Trop traduire bien. et tout. Et donc voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, comment ça va tous les trois? Ma famille va bien. Célestin est un petit En bonne garçon santé? en Tout va pleine bien? santé, qui a un très bon caractère, qui détruit tout comme Irma. Voilà, il est en pleine forme. Sébastien, il va aussi très bien. Je vais très bien. Après, il faut pas croire que c'est derrière nous et que qu'on n'a pas de, on a peur par moment quand le vent souffle trop fort, quand on entend un verre Ouais. qui se casse. On sera toujours psychologiquement, je veux dire, perturbé Imprégné? Ouais. parce que bah, c'est quelque chose qui nous a marqué. Est-ce que je resterai là? Je sais pas. Pour le moment, j'aime vivre ici, donc je pense qu'on restera encore quelques années. Mais on a plein de projets
qu'on a envie que ça se réalise vraiment. Ça sera sur une autre destination. Pour le moment, les îles Vierges, c'est la maison de Célestin. Je peux pas dire que Célestin, c'est un expat. Célestin, c'est sa maison ici. Si je le délocalise, ça sera un expatrié. Mais ses copains sont ici. Sa vie, il est ici. Il a toujours connu ça. Donc voilà, je vais bien. Alors, mais qu'est-ce que tu tires de cette expérience, alors de l'ouragan, de cette grossesse, de tout ça? Je pense que cette expérience, elle m'a fait réaliser vraiment de la chance qu'ont les gens dans les autres pays alentours, et je vais prendre plus précisément la France parce que je suis française. On a tout à portée de main. On a de l'eau quand on a de l'électricité, on a des aides financières, on a la nourriture comme on le veut. Et en fait, il y a d'autres pays où quand il y a des catastrophes naturelles comme ça qui se passent, et on n'a plus rien, on doit se débrouiller par nos propres moyens et on n'est pas à se plaindre. Et je pense que il y a certains pays, on est trop assistés, on fait pas attention aux autres pays qui en ont vraiment plus besoin. Après, je pense que ça m'a permis de réaliser que j'étais forte, que j'avais un bon caractère, que la vie, elle peut filer à une vitesse grand V. Bah, tu m'étonnes. Tu dois avoir un mental d'acier maintenant, quoi. Je sais pas si je l'ai vraiment d'acier parce que apparemment je craque, mais je me dis qu'on a vécu ça et on est toujours ensemble et par moments, en fait, c'est le dialogue. On parle tout le temps. En fait, la clé de notre couple, c'est ça, on doit parler. Et quand tu t'expatries, en fait, on est tous les deux. Si moi, je vais pas bien, il faut qu'il me lève. Et lui, quand il va pas bien, il faut que moi, je lève. Et en fait, c'est ça qui fait la force de notre couple. En fait, c'est d'être expatrié, vraiment. Ça, on est ensemble, on est soudés. Et je vais apprendre aussi toutes ces valeurs à mon fils. Je vais lui apprendre aussi que la vie, elle est pas gagnée. Et puis, on n'a pas tout ce qu'on veut comme ça en claquant des doigts. Il a des parents bien courageux, donc je pense que ça va aller quand même. Ouais, je pense que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Est-ce qu'on te souhaite autre chose que des meubles Ikea? Est-ce qu'on te souhaite un deuxième enfant? Alors, oui, là, je change tout doucement mes meubles Ikea quand même depuis le temps. Alors, pour un deuxième, je sais pas. Par moment, c'est oui, par moment, c'est non. Ici, avoir un deuxième enfant, c'est du luxe, vraiment. Donc, je sais pas. Peut-être que j'en aurai un autre, mais peut-être pas à Tortola. Mais oui, je vais t'avouer que j'ai toujours envie d'avoir une fille. Hein. Et puis, on a des projets. On a des projets sur d'autres continents. On aimerait bien que ça aboutisse. Je peux pas encore en parler aujourd'hui, c'est secret, mais tu pourras me contacter dans quelques mois ou quelques années. On fera la suite. Et j'ai aussi un autre projet. J'aimerais un jour écrire un livre sur toute cette histoire vraiment dans les moindres détails, vraiment ce qui et en tout cas, je te remercie vraiment, Cindy, de m'avoir permis de donner la parole aujourd'hui parce que je l'avais jamais fait encore. Et je sais pas si j'oserais le faire voir à ma famille pour le moment parce que c'est encore étrangement étrange, mais en tout cas je suis vraiment infiniment reconnaissante. C'est vraiment cool, quoi. Merci beaucoup, Cindy. Non, mais je pense que tu as un témoignage poignant à raconter et à partager, et c'est important de ne pas prendre les choses pour acquises, comme tu me disais. Donc, je trouve que c'est un très, très beau témoignage, et merci vraiment d'avoir voulu le partager sur le podcast. C'est génial. Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!